La division SS Totenkopf, dont le nom signifie littéralement « tête de mort », était l'une des formations les plus redoutées et les plus brutales du Troisième Reich. Cette division, créée à partir d'anciens gardes de camps de concentration, est née sous l'influence directe de Theodor Eicke, SS Obergruppenführer, et l'un des architectes du système de terreur nazi. En tant que commandant de Dachau et plus tard inspecteur des camps de concentration, Eicke a inculqué à ses hommes l'idée que la cruauté était non seulement nécessaire, mais souhaitable. Des officiers comme Fritz Knöchlein, SS Hauptsturmführer, responsable du massacre des soldats britanniques capturés au paradis, mirent en pratique la doctrine d'Eicke avec un fanatisme aveugle. D'autres officiers de haut rang, comme le SS Gruppenführer Hermann Priess, ont également commis des crimes de guerre sous la bannière de la division. Partout où passait le Totenkopf, des villages étaient rasés, des exécutions de masse avaient lieu et la brutalité horrifiait même d'autres branches de l'armée allemande. Cette division ne se battait pas seulement pour Hitler, mais pour une idéologie de mort, imprimée sur sa propre bannière. Le crâne Totenkopf, un symbole de peur et de respect. L'un des symboles les plus représentatifs de l'histoire militaire allemande est le Totenkopf, utilisé pour identifier certaines unités. L'image d'un crâne et d'os croisés a été présente dans diverses forces au cours des siècles, se consolidant comme un symbole de prestige et de tradition. L'origine de cet emblème remonte à 1740, lorsqu'il fut utilisé dans les décorations funéraires de Frédéric Guillaume Ier de Prusse. Suivant la coutume de l'époque, le dessin représentait un crâne sans mâchoire, incliné vers la droite, accompagné de deux os croisés, le tout brodé de fils d'argent sur un fond de velours noir. En 1741, le 5e régiment de hussards, surnommé les Hussards Noirs, est créé. Cette formation était intégrée aux escadrons du 1er régiment prussien Husaren et le 2e régiment de Leib-Husaren, tous deux réputés pour leur discipline et prouesse au combat au sein de l'armée prussienne. Au fil des années, cet insigne a gagné en importance lors de diverses confrontations. Pendant la Première Guerre mondiale, différentes unités d'assaut telles que les Sturmtruppen ainsi que des détachements spécialisés de lance-flammes et d'aviateurs issus de la cavalerie ont fait de cet emblème leur marque distinctive. En 1934, avec la consolidation du régime nazi, des unités chargées de la surveillance dans les camps de concentration furent structurées. Ces détachements, sélectionnés pour leur discipline et leur loyauté, étaient affectés à différents centres de détention en Allemagne. Le régiment d'Oberbayern prend le contrôle de Dachau, tandis que le régiment de Brandebourg prend le contrôle de Sachsenhausen. Buchenwald fut placé sous la surveillance du régiment de Thuringe et Mauthausen, sous la protection du régiment d'Ostmark. Ils opéraient tous sous la direction stricte de Theodor Eicke, qui imposait un système de discipline inflexible. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le succès d'unités telles que la Leibstandart SS Adolf Hitler et les formations Standarten de la Verfügungstruppe a conduit Hitler à soutenir la proposition d'Himmler d'étendre la Waffen-SS. En octobre 1939, 3 nouvelles divisions sont créées au sein de cette structure militaire. En conséquence, le 1er novembre de cette année-là, la 3e division blindée SS Totenkopf fut créée, composée principalement de personnel des forces de garde du camp de concentration. La division Totenkopf pendant la Seconde Guerre mondiale, expansion et attrition. Sous la direction de Theodor Eicke, la division se distinguait par son fanatisme et sa discipline stricte. Contrairement à d'autres formations de la Waffen-SS, elle n'était pas initialement considérée comme une force d'élite, étant principalement utilisée pour des tâches de sécurité et de répression. En septembre 1939, lors de l'invasion de la Pologne, il est intégré à la 2e armée, commandée par Maximilian von Weichs, avec pour mission d'éliminer les poches de résistance. Suite à la consolidation de la domination allemande en Pologne, l'unité fut transférée en mars 1940 au 15e Panzerkorps, dirigé par Hermann Hoth, dans le cadre de l'offensive contre la France et les Pays-Bas. Initialement en réserve, le Totenkopf entre en combat le 16 mai 1940 en Belgique. Leur participation à l'offensive fut marquée par un nombre élevé de pertes, en raison de leur stratégie d'attaque directe. Au cours de cette opération, l'une de ces unités, sous le commandement de Fritz Knöchlein, exécuta 97 soldats britanniques capturés du Royal Norfolk Regiment le 19 mai.
Alors que l'offensive se poursuivait, la division opérait dans des secteurs clés tels que le Cateau, Cambrai, Arras et Dunkerque. À Cambrai, ils capturèrent 16 000 soldats français, mais à mesure qu'ils avancèrent vers la côte, ils rencontrèrent la résistance alliée qui les força à employer l'artillerie lourde et à compter sur le soutien aérien de la Luftwaffe pour éviter un effondrement. L'offensive en France a entraîné des pertes importantes, notamment lors de la bataille du canal de la Bassée. Au moment de la capitulation française, l'unité se trouve près de la frontière espagnole où elle reste jusqu'en avril 1941. Pour compenser les pertes subies, des renforts sont amenés d'autres divisions de la Waffen-SS et des ressources sont réquisitionnées en France. En avril 1941, la division reçoit l'ordre de rejoindre le groupe d'armées Nord, dirigé par Wilhelm Ritter von Lieb, pour participer à l'offensive vers Leningrad. Au cours de son avancée, elle combattit en Lituanie et en Lettonie, parvenant à percer les premières lignes défensives soviétiques et à s'approcher de la ville en juillet. Du 31 juillet au 25 août 1941, le Totenkopf fait face à une forte résistance près de Leningrad, avec des combats intenses démontrant la détermination de l'armée rouge à stopper son avancée. La férocité de ces affrontements marque le début du déclin de la division qui, malgré ses succès initiaux, commence à faire face à des difficultés logistiques et stratégiques qui affecteront ses performances sur le front de l'Est. Les troupes de la division Totenkopf avancent sur le front de l'Est, confrontées à une résistance ennemie féroce. Dans des environnements urbains difficiles d'accès et dans des conditions climatiques extrêmes, leurs soldats se sont livrés à des combats constants pour tenter de percer les lignes soviétiques et d'atteindre des positions stratégiques. Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver 1941, les forces soviétiques intensifièrent leurs attaques sur le secteur nord du front. Au cours d'une de ces offensives, le Totenkopf fut encerclé près de Demiansk, formant ce qui devint la poche de Demiansk. La division subit des pertes considérables et, en raison de son petit nombre de personnel, fut rebaptisée Kampfgruppe Eicke. La défense du secteur a été acharnée. Un détachement sous les ordres d'Erwin Mayer a tenu bon à Bakovka, résistant aux tentatives répétées de capture de l'ennemi. Mayer, aux commandes d'un Stug 3, a détruit plusieurs véhicules blindés ennemis et a reçu la Croix de Fer en reconnaissance de ses actions. Finalement, en avril 1942, après des mois de combats intenses, la division réussit à briser l'encerclement et à rétablir le contact avec les forces allemandes. Cependant, les pertes furent dévastatrices. Près de 80% des troupes furent tuées, blessées ou portées disparues. Face à cette situation, l'unité est retirée du front en octobre et transférée en France pour être réapprovisionnée. Kharkiv et Koursk, le massacre du Totenkopf sur le front de l'Est. Début 1943, la 3e division SS Totenkopf revient sur le front de l'Est, rejoignant le groupe d'armées sud sous le commandement d'Erich von Manstein. Dans le cadre du 2e corps, les Panzer SS, dirigés par Paul Hauser, ont joué un rôle clé dans la 3e bataille de Kharkov, stoppant l'avancée soviétique et reprenant la ville en mars de la même année. Après la reprise de Kharkov, le Totenkopf a procédé à des exécutions massives de prisonniers soviétiques et de civils accusés de collaborer avec la résistance. Dans les quartiers détruits, les escadrons de la division ont procédé à des punitions collectives. Ils ont pendu des suspects sur les places publiques, déporté des familles entières dans des camps de travail et utilisé des otages pour faire pression sur les partisans de la région. Le Totenkopf se dirigea ensuite vers Koursk, participant à l'opération Citadelle, la plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale. Avec de nouveaux renforts, dont des véhicules blindés Tigre 1, il mène l'offensive sur le flanc sud. À l'aube du 5 juillet 1943, après un bombardement massif, la division commence son attaque contre les positions soviétiques. Au cours de la bataille, la brutalité du Totenkopf s'est intensifiée. Les blessés soviétiques ont été exécutés sur le champ de bataille et les hôpitaux de campagne ont été délibérément attaqués. Les rapports alliés indiquent que les SS ont incendié des casernes médicales avec des blessés encore à l'intérieur. De plus, les commandants ont ordonné l'utilisation de prisonniers soviétiques comme boucliers humains, les forçant à avancer devant leurs colonnes blindées pour faire exploser des mines ou absorber les tirs ennemis. Le 14 juillet, face à l'absence de progrès et à l'épuisement de ses troupes,
Hitler annule l'offensive. Le Totenkopf s'est retiré avec d'autres divisions SS, laissant derrière lui une série d'atrocités documentées. Son rôle à Kharkiv et à Koursk a consolidé sa réputation comme l'une des unités les plus impitoyables du conflit, marquée par des exécutions massives, des destructions systématiques et des violations des lois de la guerre. Suite à la défaite de Koursk et à l'épuisement de la division, le Totenkopf fut retiré pour restructuration. Cependant, l'offensive soviétique ne s'est pas arrêtée et la division a été envoyée pour défendre des territoires en Pologne et en Hongrie. En 1945, sous la pression de l'armée rouge poussant l'Axe vers l'ouest, le Totenkopf jouera un rôle clé dans les opérations Konrad et la bataille de Budapest, où ces crimes atteindront leur apogée. Opération Konrad Ier, extermination et terreur lors de l'offensive vers Budapest. Pour tenter de briser le siège soviétique de Budapest, Adolf Hitler ordonna une contre-offensive avec 5000 soldats et 250 véhicules blindés, dont 238 Allemands et 12 Hongrois. À la tête de l'opération se trouvait le général Herbert Gill, qui mit en action le 4e corps Panzer. Au sein de cette unité, la 3e division Panzer SS Totenkopf jouerait un rôle clé, ainsi que la 5e division Panzer SS Viking, qui comprenait des combattants norvégiens du régiment de grenadiers SS norvégien Norge. En outre, la 96e division d'infanterie et le corps de cavalerie hongrois Honvéd, sous le commandement du général Gustav Harteneck, se joignirent à l'armée. Pour garder le secret de l'offensive, plus de 350 trains furent mobilisés pour l'opération Julishka, déchargeant du matériel à Komarno sous une pluie torrentielle. Le mauvais temps a empêché les avions soviétiques d'effectuer des reconnaissances aériennes, permettant aux Allemands de déployer leurs forces sans être détectés. Les Soviétiques s'attendaient à une attaque venant du sud, car c'était une route plus accessible, avec un terrain plat idéal pour l'avancée des chars. Les Allemands optèrent cependant pour la route du nord, une route plus courte mais compliquée à travers les montagnes Jerks et Vertès, avec des cols dépassant les 800 mètres d'altitude. Dans la nuit du 1er janvier 1945, le 4e corps Panzer lance son offensive. Tandis que la 96e division d'infanterie traversait le Danube en bateau à moteur, la 3e division SS Totenkopf avançait sur le ruisseau Kultriber, dont le lit gelé permettait à ces véhicules blindés de traverser sans difficulté. En passant, ils ont balayé les défenses soviétiques dans les villes de Tata, Badj et Duna Almas, avançant rapidement dans les montagnes de Gerks. Au cours de cette avancée, la division captura de nombreux soldats soviétiques, mais au lieu de les faire prisonniers, beaucoup furent exécutés en masse ou laissés à mourir par manque de soins médicaux. Le 2 janvier, l'attaque se poursuit avec succès. Le Totenkopf prend Bajau, où il détruit une colonne de 16 chars soviétiques T-34 sans subir de pertes. Cependant, alors qu'il traversait Nyergesuchvalu et Somor, les troupes de la division ont tiré sur des civils soupçonnés de collaborer avec les soviétiques et ont incendié des maisons avec des familles à l'intérieur en représailles aux embuscades de la résistance locale. Le lendemain, ils repoussent une contre-attaque de 99 véhicules blindés ennemis, dont 80 T-34 et 19 Su-122. Pendant ce temps, d'autres unités du 4e corps Panzer sécurisaient des positions stratégiques, permettant au Totenkopf de consolider son contrôle dans la région. Cependant, le 5 janvier, l'offensive est entravée par l'arrivée de renforts soviétiques. Le Totenkopf réussit à prendre Somor et Sabdi, mais son avancée fut stoppée à seulement 4 km de Bieks en raison de la résistance féroce de l'ennemi. L'armée rouge a établi une ligne défensive avec 40 canons par kilomètre, créant une barrière de feu impossible à surmonter. Au cours de ces combats, dans la ville de Zambek, la division a forcé les civils hongrois à marcher devant ses troupes pour absorber les tirs ennemis, entraînant la mort de nombreux innocents pris entre deux feux. Le 6 janvier, la division réussit à approcher Budapest, mais sa progression fut lente. Pendant ce temps, le régiment SS norvégien Norge, soutenant l'offensive, détruisit les camions de ravitaillement, l'artillerie et les chevaux de bas soviétiques, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. En Estrigonie, après avoir pris la ville, les soldats du Totenkopf ont pris d'assaut les hôpitaux de campagne et exécuté les médecins et les soldats soviétiques blessés.
les accusant de collaborer avec la résistance. Le 7 janvier, une colonne de chars Panther de la 5e division SS Viking réussit à pénétrer dans le château de Régis, anéantissant toute la garnison soviétique. Cependant, une contre-attaque massive de l'armée rouge encercla la position, forçant les assiégés à tenter de s'échapper. Après d'intenses combats, ils ont réussi à briser l'encerclement et à détruire 13 T-34 ennemis. Cependant, lors de leur retraite, les Totenkopf brûlèrent des villages entiers dans les montagnes vertes pour empêcher les soviétiques de les utiliser et déportèrent des centaines de civils hongrois dans des camps de travail en Autriche, où beaucoup périrent dans des conditions inhumaines. Le même jour, le Totenkopf subit de lourdes pertes, perdant 39 véhicules blindés contre 40 véhicules soviétiques lors d'une tentative infructueuse de capturer Zambek. En raison du coût élevé en vies humaines et en équipement, l'état-major allemand ordonna l'annulation de l'opération Konrad I, stoppant ainsi l'avancée vers Budapest. Opération Konrad II, l'avancée du Totenkopf et son cortège d'horreur. Dès le début de l'avancée, le 10 janvier 1945, les troupes de cette division se distinguent non seulement par leur agressivité au combat, mais aussi par une série d'atrocités commises contre la population civile et les prisonniers de guerre. Au cours de leur avancée à travers les montagnes du Pilis, les soldats du Totenkopf ont exécuté sommairement les prisonniers soviétiques capturés lors d'affrontements précédents. Selon des témoins, des groupes de prisonniers ont été contraints de creuser leur propre tombe avant d'être tués. En outre, dans les villages d'Esztergom et de Pilisent-Kerest, où les forces allemandes ont réalisé des avancées significatives, des pillages systématiques, des incendies de maisons et des exécutions de civils soupçonnés de collaborer avec l'armée rouge ont été documentés. Ces actions ont été justifiées en interne comme des représailles contre la résistance locale ou une prétendue collaboration avec les soviétiques. Au fur et à mesure que l'offensive progressait, la brutalité de la 3e division SS devenait plus évidente. À Pilisent-Kerest, des meurtres de familles entières, y compris des enfants et des personnes âgées, ont été signalés dans le but de terroriser la population et d'empêcher toute opposition à l'occupation. Selon des récits ultérieurs, dans certains cas, des civils ont été enfermés dans des bâtiments qui ont ensuite été incendiés. Le 11 janvier, lorsque les forces allemandes atteignent les faubourgs de Budapest et voient les fusées éclairantes lancées par les assiégés, le Totenkopf fait face à une résistance farouche des soviétiques. La situation devint désespérée et certains officiers de la division ordonnèrent l'élimination de tous les prisonniers capturés pour les empêcher de ralentir l'avancée. Le 12 janvier, un dégel soudain entrave la circulation des troupes et des approvisionnements, entraînant la suspension de l'opération sur ordre d'Hitler. À ce stade, les crimes du Totenkopf avaient déjà laissé une traînée de destruction et de morts dans les villes temporairement occupées par l'Axe. Les pertes soviétiques sont estimées à 3000 hommes, tandis que les forces allemandes ont perdu 1000 soldats et 10 chars lourds. L'échec de l'opération Konrad II ne signifiait pas la fin de la terreur, car le Totenkopf allait continuer à semer la mort dans sa prochaine tentative désespérée de sauver Budapest. Opération Konrad III, l'offensive finale et la destruction totale. Face à la situation critique des forces de l'Axe bloquées à Budapest, Adolf Hitler ordonne une dernière tentative pour briser l'encerclement soviétique. Cette offensive, baptisée Opération Konrad III, change la stratégie précédente et opte pour une avancée par le sud. La 3e division blindée SS Totenkopf était l'une des principales unités impliquées, accompagnée de la 5e division blindée SS Viking et de 2 divisions blindées régulières. Le plan était de se diriger vers le Danube, d'avancer à travers Dunaújváros et Adoni, et de là de marcher vers Budapest. À cette fin, 60 000 soldats, 400 canons et plus de 300 chars ont été mobilisés. Le 18 janvier 1945, à 4h30 du matin, un intense barrage d'artillerie s'abat sur les positions soviétiques. Le premier jour, la 3e division SS Totenkopf a ouvert une brèche de 15 km et a avancé rapidement. Au cours de l'assaut, les prisonniers soviétiques furent exécutés sur place. En outre, dans plusieurs villages occupés, les troupes allemandes ont incendié des maisons et assassiné des civils soupçonnés de collaborer avec l'ennemi. Le lendemain, le Totenkopf occupe Fővényi Puszta et poursuit son avance. En chemin,
Des pillages et des fusillades contre des habitants locaux ont eu lieu. Le 20 janvier, l'offensive perdit de son élan et bien que les unités SS parvinrent à traverser la rivière Vali et à avancer sur Ivanchsa et Barakza, leur progression fut ralentie par la résistance soviétique. Pour maintenir la pression, les commandants du Totenkopf ordonnèrent des représailles dans les villages conquis. Le 27 janvier, une contre-offensive soviétique contraint le Totenkopf et d'autres divisions de l'Axe à battre en retraite à Pazmand, Kapolnasniek et Kajachos-Stempierre. Lors de la retraite, les soldats du Totenkopf ont incendié des bâtiments et assassiné des civils. En désespoir de cause, ils ont utilisé des prisonniers comme boucliers humains pour stopper l'avancée soviétique. Le 31 janvier, l'offensive est déclarée terminée. Le Totenkopf et les unités alliées commencèrent à se retirer après avoir subi plus de 21 000 pertes et perdu 164 chars. Avec l'échec de l'offensive, le Totenkopf se retira vers l'ouest, participant au retrait de Budapest jusqu'aux environs du lac Balaton. Au cours de l'opération Spring Awakening, elle a fourni un soutien de flanc, mais de violents combats et le manque de ravitaillement ont limité l'avancée allemande. L'offensive soviétique sur Vienne au printemps 1945 a isolé Totenkopf et Wiking. Pour éviter un encerclement total, la 9e division blindée SS Hohenstaufen s'efforça de maintenir une voie d'évacuation ouverte, permettant ainsi le retrait du corps d'armée de Wilhelm Dietrich. Malgré ces tentatives, le Totenkopf et le 4e SS Panzerkorps furent repoussés vers Vienne, perdant le contact avec les autres divisions et brisant toute tentative de défense coordonnée. N'ayant aucune possibilité de poursuivre le combat, les restes de la division entamèrent une retraite chaotique vers la Tchécoslovaquie, où ils se rendirent finalement aux forces américaines début mai 1945. Plus tard, de nombreux prisonniers furent remis à l'Union soviétique, où beaucoup d'entre eux périrent dans des camps de travaux forcés. Avec la fin du conflit, la 3e division blindée SS Totenkopf a cessé d'exister et ses membres ont été capturés et traités comme prisonniers de guerre par les forces alliées. Les généraux du Totenkopf, biographie de l'élite SS Theodor Eicke. La 3e division SS Totenkopf était sous le commandement de personnalités clés qui ont influencé son développement et ses performances au combat. Ces commandants dirigeaient non seulement l'unité sur le champ de bataille, mais contribuaient également à définir sa structure et son fonctionnement. Né le 17 octobre 1892 à Ampon, dans l'ancien empire allemand, Theodor Eicke grandit dans une famille nombreuse. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi dans l'armée et a reçu la Croix de fer de 2e classe pour sa performance. Après le conflit, il travaille dans l'administration militaire, mais sa carrière change lorsqu'il s'implique dans des mouvements politiques radicaux opposés à la République de Weimar. En 1928, il rejoint le Parti national-socialiste puis la SA. Mais en 1930, il décide de rejoindre la SS. Son ascension au sein de l'organisation fut rapide, attirant l'attention de Heinrich Himmler, qui le promut SS Standartenführer en 1931. Son activité politique lui a valu des conflits juridiques. En 1932, il est renvoyé de l'IG Farben, accusé d'avoir participé à des attaques contre des opposants. La même année, il est condamné à la prison, mais il évite de purger sa peine grâce à l'intervention du ministre de la Justice Franz Gürtner. Pour éviter les représailles, il s'installe en Italie, où il poursuit son association avec les SS. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, Eicke retourne en Allemagne et en mars de la même année, Himmler le nomme chef du camp de concentration de Dachau. Suite à des plaintes et des changements dans l'administration de l'établissement, il en a pris le contrôle exclusif. De son poste, il a établi un système basé sur un contrôle strict et une discipline totale, créant des réglementations rigides qui sont devenues le modèle pour d'autres installations similaires. Durant son mandat, il proposa et obtint l'autorisation d'organiser des unités de surveillance permanente au sein de la SS, répondant uniquement à son commandement. Le système qu'il imposa à Dachau posa les bases de la future division Totenkopf, reproduisant sa structure dans l'organisation militaire et dans la formation de ses membres. L'unité, sous sa direction, adopta les méthodes de discipline et de contrôle qu'Eicke avait appliquées dans les camps de concentration, établissant son identité en tant que division de combat au sein de la Waffen-SS. Theodor Eicke,
Sous sa supervision, l'uniforme rayé bleu et blanc a été mis en place, devenant un symbole distinctif des camps de détention dans toute l'Europe. Dans le même temps, les gardiens de ces installations portaient des tenues avec l'insigne de la tête de mort sur leur col, reflétant la discipline stricte imposée par leur chef. Son rejet de tout signe de faiblesse a façonné l'état d'esprit de ceux qui étaient sous son commandement. Son hostilité envers le communisme et l'antisémitisme lui vaut le soutien d'Heinrich Himmler, qui le promut SS Brigadeführer le 30 janvier 1934. Au cours de la nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934, Eicke joua un rôle clé dans les exécutions et les arrestations d'officiers supérieurs de la SA. On raconte que dans une cellule froide, il aurait remis une arme à Ernst Röhm et, après son refus de se suicider, l'aurait exécuté le 1er juillet. Son rôle dans ces événements a renforcé sa position au sein du régime. Le 4 juillet 1934, Himmler le nomme inspecteur des camps de concentration et le 11 juillet, il est promu SS Gruppenführer. Depuis son nouveau poste, en 1935, il restructure le système de détention, l'unifiant sous le nom de SS Totenkopfverbände. Plus tard, le 29 mars 1936, il ordonna la fermeture des petits centres pour les remplacer par de plus grands établissements, tels que Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg et Ravensbrück. Jusqu'en 1939, sa carrière est liée à l'administration des camps. Avec le déclenchement de la guerre, il prend le commandement de la 3e division blindée SS Totenkopf, la menant au combat sur le front de l'Est. En juillet 1943, il dirige son unité lors de la bataille de Koursk, l'un des plus grands engagements blindés de la guerre. Malgré une forte résistance soviétique, la division a continué à se battre, bien qu'elle ait subi des pertes importantes qui ont réduit sa capacité offensive. Le 16 juillet 1943, alors qu'il voyageait à bord d'un avion de transport, l'appareil fut abattu au-dessus de la ligne de front, entraînant sa mort. Son absence a laissé un vide dans le commandement de la division, qui jusque-là avait suivi sa vision et son leadership. Bien qu'Eicke ait disparu, la structure et les méthodes qu'il avait établies sont restées en place au Totenkopf, influençant son fonctionnement jusqu'à la fin du conflit. Matthias Klein-Heisterkamp. La carrière de Matthias Klein-Heisterkamp a débuté sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où il a servi sur différents fronts et a reçu des décorations telles que la Croix de fer dans les 2 classes, ainsi qu'un insigne pour blessures au combat. Avec la dissolution de l'armée impériale, il rejoint les Freikorps, unité paramilitaire qui opérait dans l'Allemagne d'après-guerre, et poursuit plus tard sa carrière au sein de la Reichswehr. En novembre 1933, il rejoint l'Allgemeine SS, marquant un tournant dans sa carrière professionnelle. Son numéro d'inscription au registre des membres, le 13229, reflète son adhésion précoce à l'appareil militaire du Troisième Reich. En avril 1935, il est affecté à la Verfügungstruppe, servant comme instructeur d'infanterie dans un centre d'entraînement SS. Malgré son expérience, sa carrière n'a pas été sans revers. En juin 1938, il fait face à des procédures disciplinaires et à des sanctions qui stoppent sa promotion. En conséquence, la Haute Cour SS a ordonné sa suspension jusqu'en août de la même année. Après avoir été réintégré, il rejoint la Standard Deutschland, une unité qui deviendra plus tard la division SS Das Reich. En avril 1937, il renforce ses liens avec le régime en devenant membre du Parti national-socialiste, enregistré sous le numéro 48023. Sa carrière reflète la dynamique interne de l'organisation, dans laquelle la discipline, la loyauté et la capacité tactique déterminent le sort de ses officiers. Lors de l'invasion de la Pologne en 1939, Klein-Heisterkamp dirigea une unité portant son nom. Sa mission principale était de coordonner l'évacuation des citoyens et des diplomates allemands de Varsovie, démontrant ainsi ses compétences en leadership dans des situations critiques. Au fur et à mesure que le conflit se développait, il fut réaffecté à différentes unités au sein de la Waffen-SS. Il sert d'abord dans la division Totenkopf, puis rejoint la division Das Reich, renforçant ainsi sa position dans la structure militaire du Troisième Reich. Vers la fin de la guerre, Klein-Heisterkamp fut capturé par les troupes soviétiques. Plutôt que d'être jugé ou de rester en captivité, il a pris la décision de mettre fin à ses jours le lendemain de sa capture.
À titre posthume, il a reçu les feuilles de chêne de la Croix de Chevalier en reconnaissance de son service au sein de la Waffen-SS. Georg Kepler. Sous sa supervision, l'uniforme rayé bleu et blanc a été mis en place, devenant un symbole distinctif des camps de détention dans toute l'Europe. Sa carrière s'est développée pendant une période de conflits intenses. Son entrée dans l'armée en 1913 l'amène à participer à la Première Guerre mondiale, où il démontre son engagement envers la carrière militaire. Après la guerre, il occupe un poste d'officier de police, mais son chemin change lorsqu'il rejoint les forces paramilitaires du Parti national-socialiste en 1935. Son ascension est rapide, lui permettant de commander des unités clés au sein de l'organisation. En 1938, il prend la tête du régiment du Führer et participe à d'importantes opérations militaires. En 1940, il dirige des unités lors de l'invasion de la France, ce qui lui vaut la croix de chevalier de la Croix de Fer. L'année suivante, avec le début de l'opération Barbarossa, Kepler participe à l'offensive contre l'Union soviétique. Ses performances au combat lui valurent d'être nommé commandant de la division SS Totenkopf en 1941. Il prit ensuite la direction d'autres divisions au sein de la Waffen-SS, consolidant ainsi son expérience au front. Après avoir occupé des postes administratifs au sein de la Waffen-SS, il retourne sur le champ de bataille en 1944, combattant lors de la bataille de Normandie. Il fut ensuite transféré sur le front de l'Est, où il resta jusqu'en 1945, lorsque l'effondrement du Troisième Reich devint inévitable. À la fin de la guerre, il fut capturé par les forces alliées et détenu jusqu'en 1948, date à laquelle il fut libéré. Sa carrière militaire, marquée par la polyvalence et l'expérience sur différents fronts, a laissé une trace de son rôle dans le conflit, jusqu'à sa mort des années plus tard. Hermann Priess. Né en 1901, Hermann Priess a commencé sa formation militaire après avoir rejoint l'armée allemande en 1919, pendant les dernières étapes de l'Empire allemand. Après la dissolution de son régiment en raison des restrictions imposées par le traité de Versailles, il rejoint des unités paramilitaires telles que les Freikorps, où il participe à la lutte pour l'indépendance de l'Estonie. Après plusieurs années à divers postes au sein des forces armées, il retourne à l'armée en 1920, bien qu'il soit démobilisé en 1931 en raison des limitations imposées à l'armée allemande à cette époque. En octobre 1944, Priess prend le commandement du ISS Panzer Corps, une unité qui joue un rôle clé dans la bataille des Ardennes, une partie de l'offensive allemande ratée de décembre 1944. Son leadership s'inscrivait dans la stratégie de la 6e armée blindée, qui visait à briser les lignes alliées et à créer des conditions favorables pour forcer des négociations avec les alliés occidentaux. Malgré les gains initiaux, l'offensive s'est effondrée en raison de la résistance alliée et de difficultés logistiques, entraînant l'échec de l'opération. En mai 1945, la défaite allemande étant totale, Priess se rendit aux forces américaines. Il a ensuite travaillé pour la division historique de l'armée américaine au camp King de mai à juillet 1946. Cependant, la même année, il fut poursuivi dans le procès du massacre de Malmedy, perpétré au camp d'internement de Dachau. Le 16 juillet 1946, il est condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans les crimes de guerre commis lors de l'offensive des Ardennes. En octobre 1954, après avoir purgé une partie de sa peine, il fut libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Il décède finalement en 1985, clôturant un chapitre de sa vie marqué par son rôle dans la Waffen-SS et les poursuites judiciaires auxquelles il a été confronté après le conflit. Heinz Lammerding. La carrière de Heinz Lammerding a débuté dans le domaine civil. Entre 1923 et 1928, il effectue des études d'ingénieur civil, ce qui le conduit à occuper les fonctions de directeur technique et de responsable de l'urbanisme à Dortmund jusqu'en 1933. Durant cette période, il obtient son diplôme d'ingénieur, mais avec la montée du national-socialisme, sa carrière prend un tournant vers la sphère militaire. Son association avec le parti nazi a commencé en 1930, lorsqu'il a rejoint la SA, puis a rejoint un régiment SS à Paderborn en 1934. Durant cette période, il assume des rôles administratifs au sein du département d'ingénierie SS, mais la purge de la nuit des longs couteaux limite son influence.
En 1935, il rejoint officiellement la SS et, peu de temps après, la Verfügungstruppe. En 1937, avec le grade de Hauptsturmführer, il reçoit une formation à l'école des officiers de Brunswick. En 1939, il est nommé Sturmbannführer, avec pour mission de superviser et de former le bataillon du génie de la Panzerdivision Totenkopf. Durant la campagne sur le front de l'Est, ses performances lui valent la Croix de Chevalier, distinction décernée directement par Heinrich Himmler au printemps 1944. La même année, il est promu Brigadeführer et Generalmajor de la Waffen-SS, recevant la responsabilité de réorganiser la division Das Reich dans le sud de la France. Sous son commandement, la division participe à la bataille de Normandie, mais en juillet 1944, il est blessé lors de combats près de Saint-Denis. Malgré ses blessures, il reprend le commandement à l'automne 1944 et participe à l'offensive des Ardennes. Début 1945, Himmler le nomme chef d'état-major du groupe d'armée Vistule. En avril 1945, il prend brièvement la tête de la division Nibelungen, l'une des dernières unités de la Waffen-SS, composée en grande partie de cadets et d'instructeurs de l'académie militaire de Bad Tölz. En 1953, un tribunal de Bordeaux le reconnaît coupable de son implication dans les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, survenus les 9 et 10 juin 1944. Il est condamné à mort par contumace, mais l'Allemagne de l'Ouest refuse de l'extrader. Lorsque les autorités britanniques reçurent l'ordre de l'arrêter, Lammerding quitta Düsseldorf et se réfugia dans le Schleswig-Holstein. Avec la fin de l'occupation de l'Allemagne, il s'installe à nouveau à Düsseldorf où il fonde et dirige une entreprise de construction jusqu'à sa retraite. Il décède en 1971 d'un cancer et ses funérailles sont suivies par de nombreux anciens membres de la Waffen-SS, dont Otto Weidinger. Max Simon. Il est né à Breslau et sa carrière militaire a commencé en 1917. Lorsqu'il a rejoint l'armée allemande dans les dernières années de la Première Guerre mondiale. Il a servi dans la 11e division et a participé à des campagnes en Macédoine et sur le front occidental. Pour sa performance au combat, il a reçu la Croix de fer de 2e classe. Après la guerre, il rejoint les Freikorps en Silésie, où il participe aux affrontements contre les forces polonaises. Son unité fut ensuite intégrée à la Reichswehr, au sein du 16e régiment de cavalerie, où il obtint le grade d'Unterfeldwebel. En mai 1933, il rejoint la SS et le Parti national-socialiste, étant affecté au 47e SS Standard. Son ascension est rapide. En 1935, il reçoit l'ordre de former le premier Totenkopf Standard Oberbayern, ce qui lui vaut d'être promu Standartenführer. En 1938, il participe à l'annexion de l'Autriche, à l'occupation de la Bohême et de la Moravie et à la prise des Sudètes. Un an plus tard, il prend le commandement du camp de concentration de Sachsenburg, consolidant ainsi sa position au sein de la SS. Le 10 avril 1945, alors que la guerre touchait à sa fin, Simon ordonna l'exécution de Friedrich Hanselmann, Leonhard Gstaad et Leonhard Wolfmayer dans la ville de Brettheim. Hanselmann, un fermier local, avait confisqué les armes des membres des jeunesses hitlériennes et les avait jetées dans un étang. Après avoir été dénoncé par un officier SS, il fut arrêté et condamné à mort. Lorsque le maire Gstaad et maître Wolfmayer refusèrent d'approuver l'exécution, ils furent également condamnés. Les 3 hommes furent pendus et leurs corps laissés exposés à l'entrée du cimetière pendant 4 jours, sur ordre direct de Simon. Quelques jours plus tard, le 17 avril 1945, les troupes américaines s'approchent de Brettheim. Malgré la présence des forces alliées, Simon déclare la ville comme point clé de résistance, interdisant la reddition. En conséquence, les troupes américaines ont ouvert le feu, provoquant la destruction du village et la mort de 17 civils. Le 1er mai 1945, le corps d'armée sous son commandement se rend aux forces américaines. Après la guerre, il fut poursuivi pour sa responsabilité dans le massacre de Marzabotto, au cours duquel son unité assassina des centaines de civils italiens. Un tribunal britannique le condamna à mort, mais la peine fut commuée en réclusion à perpétuité et il fut libéré en 1954. En Allemagne de l'Ouest, il a été jugé à 3 reprises pour son rôle dans les crimes de Brettheim, mais a été acquitté à chaque fois, suscitant l'indignation du public. À sa mort en 1961,
un groupe d'anciens membres de la Waffen-SS a tenté de publier une nécrologie en son honneur dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, mais le journal a refusé de l'imprimer, déclenchant une protestation de la part de HIAG, une organisation de vétérans SS. Helmut Becker. Né en 1902, Helmut Becker a commencé sa carrière militaire dans l'armée allemande, atteignant le grade de sergent-major avant de prendre sa retraite en 1932. Avec la promotion de la nationale-socialiste, il décide de rejoindre la SS en 1933, où il rencontre des personnalités telles que Wilhelm Dietrich et Hermann Priess. Sa carrière au sein de l'organisation l'a conduit à rejoindre le Totenkopf Standard Oberbayern, basé à Dachau, qui est devenu plus tard une partie de la division SS Totenkopf. Le 9 novembre 1940, il est promu SS Obersturmbannführer et prend le commandement d'un régiment Totenkopf. Durant les années 1942 à 1944, il occupe le grade de Standartenführer et participe à diverses opérations avec la division Totenkopf. Début 1944, il est transféré au Führungshauptamt et, en mars de la même année, il reçoit le commandement du 36e régiment SS Panzergrenadier au sein de la division SS du Reichsführer en Italie. Son ascension se poursuit rapidement. Le 21 juin 1944, il est promu SS Oberführer et en juillet, il prend le commandement de la 3e division SS Totenkopf. En octobre de la même année, il atteint le grade de Brigadeführer. À la fin de la guerre, Becker fut capturé par les forces soviétiques et jugé en novembre 1947 par un tribunal militaire à Poltava. Il a été condamné à 25 ans de prison et aux travaux forcés pour son implication dans des crimes de guerre. Durant son incarcération, sa conduite lui a valu de nouvelles sanctions. Il a tenté de fabriquer des explosifs, ce qui a donné lieu à un deuxième procès. Considéré comme un symbole de la brutalité des officiers supérieurs de la Waffen-SS, il fut à nouveau condamné et exécuté en février 1953. L'ombre du crâne, les SS Totenkopf-Verbände dans les camps de concentration. L'emblème distinctif du crâne et des os croisés, porté sur les uniformes de certaines unités SS, représentait la nature exclusive du Totenkopf-Verband, qui était responsable de l'administration et de la surveillance des camps de concentration. Ces unités assuraient non seulement le contrôle des prisonniers, mais exécutaient également des ordres de répression et d'extermination, jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de la machine répressive du régime nazi. Au départ, le travail de ces unités se concentrait sur l'administration et la surveillance interne des centres de détention. Avec le déclenchement de la guerre, le rôle des SS Totenkopf-Verband a évolué. Le camp de concentration d'Auschwitz, sous son contrôle, devint l'épicentre de la politique d'extermination nazie. Là, la mise en place de chambres à gaz et de crématoires a marqué le point culminant de la machine génocidaire du régime. Parallèlement, nombre de ces unités furent affectées à des opérations militaires sur le front de l'Est, où elles participèrent à des exécutions de masse organisées par les Einsatzgruppen. La brutalité de ces groupes s'est traduite par l'anéantissement, l'exploitation systématique de communautés entières, en particulier dans les territoires occupés de l'Union soviétique. À mesure que le conflit progressait et que la situation dans le Troisième Reich se détériorait, la structure des SS Totenkopf-Verband se fragmentait. Ses membres furent transférés dans diverses divisions de combat ou réaffectés pour renforcer l'administration du camp jusqu'aux derniers mois de la guerre. Après la défaite allemande en 1945, de nombreux officiers et gardes de ces unités furent jugés pour crimes de guerre, tandis que d'autres réussirent à fuir et à échapper à la justice. La chute du régime a mis fin au groupe SS Totenkopf-Verband, mais l'héritage de ces crimes reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire contemporaine. Les SS et le camp de concentration de Dachau. Avec l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en janvier 1933, le régime consolide rapidement une dictature fondée sur une répression systématique. La persécution des opposants politiques était un pilier fondamental de cette stratégie, qui a conduit à la création de camps de concentration pour emprisonner ceux considérés comme des ennemis de l'État. L'un des premiers camps à être créé fut celui de Dachau, ouvert le 22 mars 1933, sur le site d'une ancienne usine de munitions. Il devint rapidement un modèle de détention et de répression, hébergeant des milliers de prisonniers sous des règles strictes imposées par les SS.
La direction du camp fut assumée par Theodor Eicke, qui imposa des règles strictes et des punitions extrêmement sévères. Il a également établi un code de conduite pour les gardes SS, consolidant ainsi un régime basé sur l'arbitraire et la terreur. En 1934, après la nuit des longs couteaux, des membres de la SA furent exécutés à Dachau sur ordre des SS, marquant ainsi la suprématie de l'organisation sur le système carcéral. À partir de ce moment, Eicke fut nommé inspecteur des camps de concentration, étendant ainsi le modèle de contrôle qu'il avait mis en place à Dachau à d'autres installations. En 1935, le régime décide de consolider le système concentrationnaire comme mécanisme permanent de répression. Ce changement a permis aux SS et à la Gestapo d'exercer un contrôle absolu sur les détenus, établissant un état d'urgence permanent. Dans le cadre de cette réorganisation, les installations précédentes ont été fermées et de nouveaux complexes de plus grande capacité ont été construits. Initialement dirigés contre les opposants politiques, les camps ont également commencé à accueillir des prisonniers pour des raisons raciales et idéologiques. Parmi les groupes persécutés figuraient les Juifs, les homosexuels, les Roms, les témoins de Jéhovah et les personnes considérées comme antisociales ou récidivistes. En 1937, Dachau connut une expansion importante. La construction d'un nouveau secteur pénitentiaire, conçu pour accueillir 6000 prisonniers, a commencé. Les détenus ont été contraints de travailler dans des conditions extrêmes, pendant des heures exténuantes sur des projets de construction et d'autres activités de travail forcé. En 1937, le régime nazi a établi un cadre juridique qui permettait l'arrestation massive d'individus classés comme antisociaux et récidivistes. Cette année-là, un décret de police a été publié, uniformisant les procédures d'emprisonnement de ces individus. Son application s'est intensifiée en 1938 avec l'opération dite « réticent au travail », étendant la persécution à des secteurs encore plus larges de la société. Après l'annexion de l'Autriche et l'incorporation des Sudètes au Reich, des milliers d'opposants politiques, de Roms et de Juifs des territoires occupés furent envoyés à Dachau. En novembre de la même année, lors des pogroms antisémites, environ 11 000 Juifs furent internés dans ce camp. Une fois sur place, ils furent soumis à des conditions brutales de la part des SS qui les forcèrent à remettre leurs biens et à quitter le pays. Le 1er septembre 1939, le déclenchement du conflit avec l'invasion de la Pologne transforme le rôle des camps de concentration. À la fin du mois, Dachau fut temporairement évacué pour servir de centre d'entraînement à la division SS Totenkopf. Durant cette période, plus de 5000 prisonniers furent transférés à Flossenbürg, Mauthausen et Buchenwald, où les conditions de détention devinrent encore plus sévères. En 1940, avec l'occupation de nouveaux territoires en Europe, le nombre de prisonniers augmente considérablement. À l'été de cette année-là, la population de Dachau avait atteint 10 000 détenus, tandis que les conditions de vie se détérioraient rapidement. Le manque de nutrition adéquate, le travail forcé et les mauvaises conditions d'hygiène ont entraîné une augmentation significative de la mortalité. Après l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, Dachau devint un lieu d'exécution systématique. Les prisonniers de l'armée rouge, identifiés par la Gestapo comme des intellectuels, des fonctionnaires communistes ou des juifs, étaient abattus par des gardes SS. Au début, ces meurtres ont été commis dans la cour du bunker, mais plus tard, ils ont été transférés dans un champ de tir à Ebertshausen. Entre 1941 et 1944, plus de 4000 soldats soviétiques y furent exécutés. En 1944, avec la défaite imminente du Troisième Reich, l'avancée de l'armée rouge et des forces alliées a forcé les SS à réorganiser la structure des camps. Des évacuations massives ont été effectuées à partir des installations proches du front, déplaçant les prisonniers vers Dachau, ce qui a provoqué l'effondrement de ses capacités. Les conditions extrêmes, la surpopulation et le manque de ressources ont conduit à des épidémies, notamment une épidémie de typhus qui s'est propagée dans les sous-camps. Entre 1933 et 1945, environ 40 000 personnes sont mortes à Dachau, dont un tiers au cours des 6 derniers mois de la guerre. Crime de guerre au paradis, la division Totenkopf dans la campagne de France. Le 27 mai 1940, pendant la campagne de France, les troupes britanniques furent victimes de l'une des exécutions les plus atroces de la guerre.
Les soldats du 2e bataillon du Royal Norfolk Regiment, qui fait partie de la force expéditionnaire britannique, ont été coupés du corps principal alors qu'ils tentaient d'arrêter l'avancée de la Waffen-SS. Acculés dans une ferme près du Paradis, ils parviennent à repousser l'offensive allemande jusqu'à l'épuisement de leurs provisions. N'ayant pas d'autre choix, les Britanniques se rendirent. Mais au lieu d'être transportés comme prisonniers de guerre, ils furent emmenés à la périphérie du village, alignés à côté d'une grange et exécutés à coups de mitrailleuse. Des 97 soldats abattus, seuls 2 ont réussi à survivre et, bien qu'ils aient d'abord réussi à s'échapper, ils ont ensuite été capturés. Depuis le soir du 26 mai, les forces britanniques tentent de résister à l'assaut allemand, tandis que leurs unités principales se replient vers la côte pour traverser la Manche. Les positions défensives étaient occupées par les régiments Royal Norfolk et Royal Scots, qui subissaient la pression de l'ennemi qui avançait. Les squads de liaison Waffen-SS, affectés à la 1re compagnie, maintenaient la communication avec le poste de commandement du bataillon via un système de câblage téléphonique léger. Sous un bombardement intense, l'armée allemande se prépare à traverser un canal stratégique, sécurisant des positions clés pour poursuivre l'offensive. À la tombée de la nuit, les 2e et 3e compagnies allemandes parviennent à avancer en utilisant des ponts de secours construits par des unités du génie. Après avoir traversé, ils se retranchèrent près du Paradis, préparant le terrain pour l'assaut final à l'aube. À l'aube du 27 mai, l'escadron de liaison allemand reçoit l'ordre de se rendre au poste de commandement de la 3e compagnie, où les communications ont été interrompues. Le commandement, sous la direction du Hauptsturmführer Fritz Knöchlein, opérait à partir d'une zone boisée avec d'anciennes tranchées de la Première Guerre mondiale. À l'aube, les mortiers et les mitrailleuses allemands ouvrent le feu sur les positions britanniques. L'infanterie avança en formation, encerclant le village sur les flancs et forçant les troupes ennemies à battre en retraite. La résistance britannique, bien que féroce, fut vaincue par l'avancée coordonnée des Waffen-SS. Au cours de l'offensive, un soldat allemand a trouvé un combattant britannique grièvement blessé. Appuyé contre un monticule de terre, avec une profonde blessure au cou, l'homme tentait d'arrêter le saignement tandis que le désespoir se reflétait sur son visage. La scène résume parfaitement la brutalité de la confrontation, où la survie n'était qu'une question de minutes. Quelques instants plus tard, une unité allemande fut surprise par une rafale de tirs de mitrailleuses dissimulées. Les tirs ont touché les soldats de plein fouet, les faisant tomber morts sur la route, transformant l'avancée en un chaos de corps éparpillés et de cris d'agonie. Après la chute du village, les soldats britanniques restants se rendirent, s'attendant à être traités conformément aux conventions internationales. Cependant, au lieu d'être emmenés dans un camp de prisonniers, ils ont été escortés vers une zone proche. Suivant les ordres directs, les Waffen-SS ont aligné les prisonniers à côté d'une grange et, sans avertissement, ont ouvert le feu avec des mitrailleuses lourdes. 97 soldats britanniques ont été tués sur le coup. Seuls 2 d'entre eux ont réussi à s'échapper et à survivre, même s'ils ont été repris plus tard. À mesure que l'offensive se développait autour du Paradis, les combats devinrent extrêmement brutaux. Sous les tirs croisés, un soldat blessé titubait, le ventre percé, essayant de rester debout. Au fur et à mesure de leur progression, les tirs de snipers provenant des toits des villages ont forcé les assaillants à se mettre à l'abri, causant de nombreuses pertes. Les tentatives de sauvetage des blessés ont révélé que beaucoup d'entre eux présentaient de larges blessures de sortie, ce qui a suscité des soupçons selon lesquels les troupes britanniques utilisaient des munitions interdites par les conventions internationales. Alors que les tirs continuaient, chaque soldat essayait de se cacher dans l'herbe et le terrain accidenté, tandis que les mitrailleuses lourdes se taisaient, entourées de combattants tombés au combat. Les équipes de mortiers, retranchées dans d'anciens cratères de la Première Guerre mondiale, ont continué leurs tirs de riposte, attaquant des points stratégiques où les tireurs d'élite pouvaient se cacher. Cela a donné suffisamment de temps pour évacuer les blessés avant que les Britanniques ne reprennent le contrôle du champ de bataille, les munitions allemandes s'épuisant. Parmi les soldats évacués, des récits inquiétants ont été entendus sur la nature des combats. Selon certains survivants, après avoir percé les lignes ennemies, les Britanniques ont fait semblant de se rendre, demandant de l'aide pour 2 combattants blessés. Cependant, à l'approche des Allemands, ces hommes soi-disant blessés lancèrent des grenades sur les soldats qui leur avaient permis de survivre. Plus tard, un incident similaire s'est produit dans une forêt voisine,
renforçant l'idée que l'ennemi recourait à des tactiques trompeuses pour causer autant de pertes que possible. La perception de l'ennemi a radicalement changé parmi les troupes allemandes, qui considéraient ces actes comme une forme de combat traître. Quelques heures plus tard, les positions britanniques de Lake Malo furent soumises à un bombardement coordonné venant de plusieurs directions, affaiblissant leur défense. Finalement, l'infanterie allemande parvient à pénétrer dans le village, forçant les survivants à se replier vers le paradis. Les tirs ennemis ont soudainement ralenti, permettant le réapprovisionnement en munitions et la réorganisation des unités ayant subi des pertes. Pendant ce temps, les blessés attendaient d'être évacués et les troupes encore en état de combattre reprirent l'offensive en direction du nord-est. Alors que l'avancée se poursuivait, des rafales de mitrailleuses commencèrent à résonner au loin. Le terrain ouvert offrait une position défensive idéale aux Britanniques, qui utilisaient chaque élément du paysage, tranchées inondées, haies, meules de foin et champs de blé, pour se cacher et lancer des attaques surprises. Les mortiers allemands n'ont pas réussi à générer l'impact souhaité, car l'ennemi restait bien camouflé et constamment en mouvement. Sur le vaste terrain devant le paradis, les défenseurs résistèrent avec une ténacité inhabituelle, infligeant de lourdes pertes et laissant les troupes allemandes pratiquement immobilisées sous le feu d'un ennemi invisible. Les combats au paradis atteignirent leur point critique lorsque les forces allemandes tentèrent de franchir les derniers mètres vers les positions ennemies. Avancer sans soutien était pratiquement impossible, car le terrain ouvert laissait les soldats exposés aux tirs ennemis. Les leçons de l'entraînement militaire me sont venues à l'esprit à ce moment-là, mais la réalité du combat a dépassé toute préparation préalable. Le poste de commandement du bataillon, sous la direction d'un officier ayant l'expérience de la Première Guerre mondiale, est transféré en première ligne. Maintenir la communication avec le siège était une tâche difficile, car des lignes téléphoniques devaient être posées manuellement au milieu des tirs croisés. Au milieu des explosions et des tirs de mitrailleuses, un opérateur a réussi à déployer le câble, permettant de rétablir la connexion avec la 3e compagnie. Alors que les Britanniques se retirèrent dans la ville, l'artillerie et les mitrailleuses lourdes allemandes redoublèrent leurs tirs sur leur position. Malgré cela, la résistance est restée féroce, obligeant les assaillants à rester au sol. Chaque tentative de prise de la ville se soldait par un nombre croissant de victimes. Depuis le poste de commandement allemand, la difficulté de l'avancée était clairement évidente. Les ordres appelaient à une offensive coordonnée. Mais la question clé demeurait: où étaient les chars et le soutien d'artillerie de la division? Quelques minutes plus tard, un appel téléphonique apportait la nouvelle qu'un obusier était prêt à neutraliser les dernières lignes défensives. Le premier coup de feu toucha une ferme voisine, suivi d'une série d'explosions qui marquèrent les points clés où les Britanniques se mettaient à couvert. Au milieu des décombres et de l'épaisse fumée, les forces allemandes se préparaient à franchir la distance restante. Cependant, alors qu'ils tentèrent d'avancer, une rafale de mitrailleuses provenant d'un immeuble à plusieurs étages a ouvert le feu, provoquant une nouvelle vague de victimes. Les soldats ont essayé de profiter de chaque crevasse du terrain pour se protéger, évitant ainsi toute exposition inutile. L'artillerie allemande, qui avait cessé le feu, devait reprendre le combat, mais le silence dans ces positions créait de l'incertitude. Les équipages avaient-ils été éliminés ou étaient-ils relocalisés? Soudain, les obus allemands ont commencé à toucher le bâtiment d'où les Britanniques tiraient directement. Pendant ce temps, des unités de motocyclistes allemands sont entrés par un autre secteur et ont engagé une fusillade à l'intérieur de la ville. Profitant de la confusion, le commandant allemand ordonna l'avancée finale. Sous couvert d'artillerie, les troupes s'approchèrent de la ville où les motocyclistes combattaient encore. Finalement, des drapeaux blancs ont commencé à apparaître, signe de la reddition britannique. Prudemment, les forces allemandes regardaient les soldats ennemis sortir de leurs abris. Beaucoup d'entre eux ont été blessés, ce qui reflète la brutalité de la bataille. Les positions du paradis et de ses environs étaient finalement tombées. Peu de temps après l'occupation, des rapports ont fait état d'une tentative de reddition d'un groupe de soldats britanniques dans une grange. En voyant le drapeau blanc, les tirs cessèrent et les Allemands avancèrent. Cependant, alors qu'ils s'approchaient, ils furent pris en embuscade par des tirs de mitrailleuses provenant de l'autre côté de la structure. En réponse, une mitrailleuse allemande a ouvert le feu sur les Britanniques, tuant 10 soldats ennemis. Certains ont réussi à fuir vers le nord, tandis que d'autres sont restés coincés à l'intérieur du bâtiment.
Alors que les Allemands sécurisèrent la zone, les derniers combattants britanniques sortirent de leurs cachettes dans les écuries, les caves et les greniers. La bataille semblait avoir terminé, mais dans un retournement de situation inattendu, une mitrailleuse britannique abandonnée a été réactivée. Les artilleurs, jusque-là cachés, revinrent à leur position et reprirent le feu, surprenant les Allemands qui considéraient déjà la zone sous contrôle. 3 soldats sont tombés instantanément.